Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Alexis Hachin. Je suis professeur à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'Université Laval. Je suis aussi directeur scientifique de la forêt Montmorency. Puis, ça me fait plaisir aujourd'hui là, d'animer. En fait, c'est la première session de Tire-toi une bûche que j'anime moi-même. Et ça me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Louis Duchesne. Avant que je vous le présente plus formellement, puis qu'on parle un peu plus de ta présentation, Louis, je voulais juste simplement signaler à tout le monde que l'enregistrement de la rencontre est déjà commencé. Donc, sachez là, que la rencontre est enregistrée, qu'elle va être placée par la suite là, sur nos plateformes à la faculté pour que les gens puissent lui accéder puis la visionner de manière asynchrone. Alors, ben, sans plus tarder, je vous présente le collègue Louis Duchesne. Louis, tu es chercheur à la DRF, mais je vais te présenter de manière un petit peu plus générale. En fait, Louis est ingénieur forestier depuis 1996. Il détient une maîtrise en sciences forestières décernée par l'Université Laval en 1999. Il occupe maintenant un poste de chercheur expert au sein du créneau de recherche sur les écosystèmes et l'environnement à la direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Il supervise les activités et les suivis environnementaux de bassins versants menés par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts depuis plus de 30 ans. L'objectif de son programme de recherche, en fait, l'objectif général de son programme de recherche est spécialisé dans l'étude de la croissance et de la nutrition des forêts, puis qui vise principalement à mieux comprendre et anticiper les impacts des facteurs de stress environnementaux sur la dynamique forestière. Le moyen est intéressant aussi pour atteindre l'objectif. Il y a notamment recours aux grands jeux de données d'inventaire forestier sur des grands territoires, aussi aux jeux de données météorologiques historiques, puis aux données issues des dispositifs expérimentaux. Et puis, les retombées de son programme de recherche visent à contribuer à mieux caractériser les forêts, puis à parfaire nos connaissances sur le fonctionnement des forêts et les interactions avec l'environnement. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de t'accueillir, Louis. Ce qui est particulièrement intéressant, en fait, c'est qu'on vient mettre en lumière des travaux qui sont réalisés notamment en partie à la forêt Montmorency et par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, avoir une belle collaboration entre les institutions. On est vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Et là-dessus, je me tais puis je te laisse faire ta présentation. Merci beaucoup, Alexis. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir là, d'être ici. Merci pour la présentation, mais merci aussi pour l'invitation. C'est une super occasion là, de pouvoir venir parler de nos travaux qui sont réalisés à Forêt-Montmorency depuis 45 ans maintenant. C'est des suivis environnementaux qui sont réalisés tout près, en fait, un peu après l'accueil à la Forêt-Montmorency, au lac Laflamme, en fait, au bassin versant du lac Laflamme. C'est des travaux qui ont été initiés au début des années 80, donc en 81, par le Service canadien des forêts, puis qui ont été maintenant, par la suite, abandonnés par le Service canadien des forêts, mais repris par la Direction de la recherche forestière en 99, et puis qui se poursuivent là, depuis ce temps-là. Donc, on suit l'écosystème forestier du bassin versant du lac Laflamme depuis maintenant 45 ans. Donc, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Peut-être juste me confirmer, Alexis, si ça fonctionne bien. Juste un instant. J'y suis. Oui, on voit très bien ton écran. Tout est parfait. Numéro un. Donc, j'ai intitulé ça le suivi à long terme des flux de nutriments dans un écosystème boréal. Mais comme vous allez le voir, là, on suit beaucoup plus que le flux de nutriments dans cet écosystème boréal-là. Euh, Juste un instant ici. Ce que je vous propose comme présentation, là, un bref plan de la présentation, c'est premièrement une mise en contexte, puis vous définir les objectifs. Pourquoi une mise en contexte? Parce que les suivis environnementaux qui sont réalisés au lac Laflamme ben, s'inscrivent là, dans un réseau beaucoup plus grand là, de suivi des écosystèmes forestiers qui est géré par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Ensuite de ça, ben, j'ai opté pour une description technique du projet. Donc, la présentation, c'est essentiellement une description technique du projet pour vous partager essentiellement qu'est-ce qu'on fait dans ce projet-là, quelles sont les mesures qui sont prises, quelles sont les données qui sont recueillies, plutôt que de vous parler en détail des résultats cumulés là, depuis les 45 dernières années. Je vais quand même faire un bref survol des résultats accumulés, donc les résultats en bref,
Et une dernière période là, de questions et discussions suivra là, quelques minutes là, sûrement qui va nous rester à la fin de la présentation. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, le suivi environnemental qui est fait au bassin versant du lac Laflamme ben, s'inscrit, en fait, comme je vous mentionnais, là, dans un réseau plus grand de monitorage des écosystèmes forestiers, principalement, pas principalement, mais notamment l'ensemble des parcelles du réseau d'études et de surveillance des écosystèmes forestiers. Donc, c'est quoi le réseau d'études et de surveillance des écosystèmes forestiers? C'est un réseau initié au début des années 80, donc en 86, qui essentiellement 45 parcelles qui sont suivies de façon intensive depuis ces années-là, distribuées en fait dans une variété d'écosystèmes forestiers et qui couvrent l'ensemble des sous-zones de végétation au Québec. On a une diversité de peuplement, là, incluant les érablières, donc les érablières qui contiennent les gros arbres, la diversité, les, le volume, le carbone accumulé, entre autres là, dans le sud du Québec, et jusqu'au nord, allant là, jusqu'au peuplement clairsemé de petits arbres, peu de carbone, principalement les pinèdes et les pessières là, clairsemées du nord du Québec. Pour les forêts les plus au nord, ben, on a les forêts, une station plutôt située à Fermont, à Cagnapisco, là, pour celle qui est la plus au nord. Ici, on va à l'ouest, on parle de la station de Radisson, qui se trouve là, juste ici comme ça. Donc, une diversité d'écosystèmes dans laquelle on suit divers paramètres, principalement la dynamique et la nutrition des écosystèmes forestiers. Donc, c'est quoi les objectifs? Ben, premièrement, là, en termes d'origine, c'est un réseau qui a été établi principalement dans le contexte du dépérissement des érablières, qui est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au début des années 80. Donc, ça a été établi pour recueillir de l'information qui avait été jugée à l'époque insuffisante là, dans le contexte de l'étude du dépérissement des érablières. En fait, c'est des données objectives, hein, des données à long terme qui nous renseignent principalement sur la dynamique des écosystèmes forestiers, mais aussi sur leur statut nutritif, sur le climat, sur la qualité des précipitations. Donc, il faut le voir là, pour le ministère comme un réseau complémentaire au grand réseau d'inventaire forestier, notamment les 100 000 placettes échantillons temporaires qui sont réalisés à chaque décennie là, depuis les années 70, qui permettent principalement de documenter ben, le volume, les espèces, la composition, et aussi le réseau de placettes permanentes qui est suivi depuis les années 70 aussi, mais qui est plus axé sur la documentation de la dynamique en termes de recrutement, de croissance des arbres, de mortalité, et puis qui nous permet d'établir ou d'étalonner principalement les modèles de croissance servant à calculer, à estimer la productivité des forêts. Donc, le réseau le RESEF est complémentaire à ces deux grands réseaux-là, en ce sens qu'ils viennent nous renseigner sur l'état en termes de statut nutritif, mais aussi sur l'évolution en termes de maintien à long terme de la productivité et de la fertilité des sols dans ces écosystèmes-là. En termes de principaux objectifs, ben, on veut des données de référence, donc ça permet de fournir des données de référence. Ça permet aussi de suivre la dynamique à long terme des écosystèmes forestiers. Ça nous permet d'analyser les facteurs de stress naturel et anthropique. Quand je parle de stress naturel, on parle de perturbations naturelles. Puis lorsqu'on parle de stress anthropique, ben, on est dans le contexte des changements climatiques de façon contemporaine, mais aussi d'autres stress anthropiques, notamment l'évolution de la qualité des précipitations, là, qui est un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au début des années 80. Et finalement, c'est aussi, j'ai été pas étonné, mais toujours, euh, lorsque je suis retourné là, dans les objectifs initiaux du projet, avant même que je sois en poste là, au ministère en charge d'une partie de ce monitorage-là, de constater que déjà, là, au début des années 90, on avait comme objectif, en fait, d'évaluer l'importance des changements climatiques dans l'évolution des écosystèmes forestiers, puis que ça faisait partie des objectifs là, de déployer ce réseau-là, le réseau d'études et de surveillance des écosystèmes forestiers.
Donc, c'est quoi essentiellement le RESEF? Ben, c'est des placettes échantillons permanentes de grande dimension. Donc, on parle d'un demi-hectare dans le cas des parcelles feuillues et d'un quart d'hectare, donc de 50 mètres par 50 mètres, dans le cas des parcelles à dominance résineuse. Ces parcelles-là, ils sont sous-divisées, en fait, en quadrats de 10 mètres par 10 mètres, ici comme ça. Et on a ici un exemple qui représente une station, donc l'Érablière, suivie à Duchesnay, tout près de Québec, ici, où l'ensemble des tiges dans le peuplement d'un diamètre supérieur à 1,1 cm de diamètre ben, sont positionnées, donc géographiquement positionnées dans la parcelle et puis pour lesquels on mesure le diamètre des arbres, le diamètre des cimes, et on va assurer un suivi comme ça à chaque 5 ans de l'ensemble des arbres présents dans la parcelle. Ici, ce qu'on représente, ben, c'est les cimes en bleu, c'est les hêtres à grandes feuilles. Les cimes en rouge, les ellipses plutôt en rouge, c'est les érables à sucre, les cimes des érables à sucre. Et en jaune, les cimes des bouleaux jaunes. Et pour les arbres marchands, alors que les points représentent les gaules dans le peuplement. Et donc, cette image-là le représente très bien l'augmentation du hêtre à grande feuille là, dans cette érablière-là, alors qu'il y a relativement peu de cimes de hêtre mature ou de cimes de hêtre de diamètre commercial, bien, on voit qu'il y a une quantité là, phénoménale de hêtre à grande feuille qui pousse en sous-étage de cette érablière-là. Donc, c'est seulement un des exemples là, de représentation. Et puis, cette information-là va nous permettre de mieux comprendre l'interaction entre les arbres, la dynamique en termes de recrutement, mortalité, croissance dans ce peuplement-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces peuplements-là? Essentiellement, on va mesurer les caractéristiques des arbres, comme je mentionnais, le diamètre, la hauteur, le diamètre des cimes, le positionnement spatial, mais on va aussi suivre la nutrition en termes de qualité du feuillage. Donc, à chaque 5 ans, les arbres vont être échantillonnés ou le feuillage des arbres va être échantillonné. Les feuilles ou les aiguilles vont être pesées, vont être broyées, envoyées au laboratoire pour analyse de manière à pouvoir suivre dans le temps l'évolution du statut nutritif des arbres. Et puis, on va aussi caractériser les sols forestiers. Donc, à chaque 5 ans, les sols forestiers vont être caractérisés. D'une part, pour comprendre la variabilité spatiale de la fertilité des sols dans ces stations-là, mais aussi pour détecter des tendances temporelles lorsqu'il est question là, de maintien à long terme de la productivité ou de la fertilité des sols euh, au cours du temps là, dans ces stations-là. Donc, on arrive plus précisément au suivi là, du lac La Flamme, tranquillement, pas vite, mais je voulais vous mettre ça un petit peu en contexte là, pour vous mentionner, juste vous rappeler en fait que les suivis qui sont réalisés au lac La Flamme s'inscrivent dans un réseau plus grand là, qu'on appelle le RESEF. À l'intérieur de ce réseau-là, il y a un deuxième niveau d'analyse ou de stations qui sont suivis, et puis ces 3 bassins versants forestiers qui sont suivis de manière plus détaillée encore toujours axé sur la nutrition. Et puis, ces 3 bassins versants-là sont représentatifs des grands biomes forestiers. Donc, on a le premier bassin qui est une érablière située dans la station récréotouristique de Duchesnay. Le deuxième bassin représentatif de la sapinière à bouleau blanc. Donc, c'est le bassin versant dont on va parler plus en détail aujourd'hui, situé à la forêt Montmorency et initié en 1981, l'érablière initiée en 86. Et on a un troisième bassin versant représentatif de la Pessière à Mousse, situé environ à 120 km au nord-ouest de Saint-Félicien, qui, lui, a été initié en 97. Donc, 3 bassins versants forestiers représentatifs des grands biomes forestiers au Québec ou des grands ensembles forestiers au Québec, où on mesure les différents paramètres de manière à mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes-là. Donc, ici, je n'ai pas le choix de faire une petite parenthèse là, pour vous mettre un petit peu en contexte. Pourquoi ces bassins versants-là ont été initiés ou mis sur pied? En fait, c'est principalement pour répondre à la problématique là, des précipitations acides ou des pluies acides, qui est un sujet là, qui est beaucoup moins d'actualité parce que, comme on va le voir plus tard, la situation s'est nettement améliorée. Mais pour les plus jeunes, en fait, qui ont moins entendu parler de cette problématique environnementale-là, ben, je voulais seulement faire un rappel là, de qu'est-ce qui est quel est le phénomène des précipitations acides.
Et puis, comment on peut documenter, en fait, les effets des précipitations acides sur les écosystèmes forestiers. Donc, les pluies acides, en fait, lorsqu'on brûle des combustibles fossiles comme le gaz naturel, le pétrole, le charbon, on va émettre, oui, du monoxyde de carbone qui va créer le CO2 et l'effet de serre qui va engendrer les changements climatiques. Mais on a aussi l'émission de polluants acidifiants, donc le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote. Dioxyde de soufre qui est représenté par le SO2 et les oxydes d'azote par le NOx. Lorsque ces polluants-là vont être émis dans l'atmosphère, ils vont se mélanger avec l'eau de l'atmosphère. Ils vont ensuite être transportés sur de grandes distances. C'est pour ça qu'on parle de pollution transfrontalière. Et puis, ces polluants-là vont retomber sur les écosystèmes forestiers, entre autres, mais aussi sur les écosystèmes aquatiques. Et puis, on sait que ces polluants-là vont causer énormément de dommages, notamment sur les écosystèmes aquatiques, donc les eaux de surface, sur les infrastructures, donc ça va oxyder les métaux, euh, ça va nuire aux bâtiments historiques là, de roches sous forme de calcaire, en fait, là, qui peuvent être dégradés par ces précipitations acides-là, mais ça va aussi nuire aux écosystèmes forestiers. Puis ces polluants-là, en fait, émis de façon anthropique, vont s'ajouter aux polluants émis sous façon, de façon naturelle, principalement par les feux de forêt et les émissions volcaniques. Ces deux sources-là naturelles vont s'ajouter là, aux émissions anthropiques de polluants atmosphériques acidifiants. Donc, comment ça fonctionne pour les écosystèmes forestiers? Les pluies acides, là, ça a été documenté, ça va nuire aux organes foliaires, là, principalement les organes qui sont responsables de la photosynthèse. Mais le principal aspect, l'aspect le plus détrimental pour les écosystèmes forestiers, c'est l'effet sur la fertilité à long terme des sols forestiers. Donc, de la façon que ça fonctionne, ici, je vous présente un exemple avec l'acide sulfurique. Donc, il y a l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Dans le cas de l'acide sulfurique, ce qui arrive, en fait, c'est que l'acidité va atteindre les sols forestiers et l'ion hydrogène va remplacer dans le sol les éléments basiques, donc le calcium, le potassium, le magnésium, qui sont les nutriments ou les principaux nutriments pour la croissance des arbres. Ces nutriments-là vont, ou plutôt l'ion hydrogène, va remplacer dans les sols forestiers ou va déloger dans les sols forestiers ces éléments basiques-là. Et puis, ces éléments-là vont être acheminés directement vers les eaux de surface ou vers les ruisseaux. Donc, ça a deux conséquences majeures. Premièrement, une acidification des sols forestiers, puis deuxièmement, une diminution de la réserve ou du garde-manger des arbres, finalement, de la réserve en éléments basiques pour la nutrition des arbres. Donc, appauvrissement de la fertilité des sols et acidification des sols forestiers. Donc, ça, maintenant, c'est un phénomène qu'on comprend beaucoup mieux, qui a été largement documenté. Mais comment on a pu comprendre ce phénomène-là? Ben, c'est notamment grâce aux suivis environnementaux de bassins versants forestiers, ceux qui sont réalisés au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, parce qu'il y a quelques exemples similaires de suivi de bassins versants qui sont réalisés notamment aux États-Unis et en Europe. Donc, le principe de base du suivi ou du monitorage de bassins versants forestiers, c'est qu'on va suivre le cheminement de la goutte d'eau dans l'écosystème forestier. La première étape qu'on va suivre, en fait, c'est qu'on va échantillonner la pluie ou la précipitation de manière à pouvoir caractériser la chimie de la précipitation qui va atteindre le couvert forestier. La deuxième étape, on va échantillonner l'eau sous le couvert forestier en faisant la différence entre la quantité de nutriments sous le couvert forestier et la quantité de nutriments qui atteint le couvert forestier. Mais on va pouvoir comprendre les échanges entre la pluie et le couvert forestier, parce qu'il y a des éléments, en fait, qui vont être captés par le couvert forestier et il y a d'autres éléments qui vont être lessivés du couvert forestier.
et puis qui vont tamponner une partie de l'acidité de la précipitation. La troisième étape, je vais y revenir dans quelques instants, c'est qu'on va échantillonner l'eau du sol de manière à pouvoir, encore une fois, continuer de suivre la progression et la transformation de l'eau au cours de son cheminement dans l'écosystème forestier. Et finalement, on va échantillonner l'eau à la sortie du bassin versant ou à l'exutoire du bassin versant, de manière à pouvoir mieux comprendre les exportations de nutriments et encore une fois, la transformation de l'eau entre l'eau qui atteint le couvert forestier et l'eau qui sort du bassin versant forestier. On va le voir, on va y revenir un petit peu plus en détail un peu plus tard, dans quelques minutes. Mais historiquement, heureusement, là, la situation s'est améliorée au cours du temps. Mais historiquement, l'eau qui rentrait dans l'écosystème forestier, où la précipitation, en fait, avait un pH de 4,2 ou 4,2, 4,4 en moyenne. Et puis, elle ressortait de l'exutoire ou du bassin versant autour de 6,4. Donc, une eau 100 fois moins acide qui quitte l'écosystème forestier ou qui quitte le bassin versant comparativement au pH de la précipitation. C'est donc dire que c'est l'écosystème forestier qui a tamponné euh, l'acidité de la précipitation au cours de son cheminement dans les différents compartiments. Et puis, l'objectif principal de ce suivi-là, c'est de comprendre quel compartiment de l'écosystème forestier a tamponné l'acidité de la précipitation. Donc, j'ai tenté de vous schématiser un peu l'ensemble des mesures qui sont prises dans l'écosystème de manière à pouvoir suivre le fonctionnement, mais aussi l'évolution de l'eau dans l'écosystème forestier. Donc, dans chacun des trois bassins versants suivis, dont celui du lac Laflamme, la forêt Montmorency, on a trois sites principaux d'échantillonnage ou de mesure. Le premier site, c'est un site situé dans une éclaircie où vont être mesurés différents paramètres, à la fois les paramètres climatiques, de manière à mieux caractériser l'environnement, et aussi où se fait l'échantillonnage et la mesure de la pluie dans l'écosystème, qui va atteindre en fait l'écosystème forestier. Donc, voici à quoi ressemble concrètement l'écosystème, l'éclaircie plutôt, où sont mesurées les variables climatiques et la qualité de la précipitation. Si on les passe en détail, évidemment, ben, la tour météorologique, c'est une tour météorologique relativement standard, avec direction, vitesse du vent, radiation solaire, température, humidité de l'air. Et l'ensemble de ces mesures-là vont être collectées par un système automatisé d'acquisition de données, de manière à pouvoir accumuler ces données-là là, de façon en continu, en fait, au cours du temps. Le deuxième collecteur qu'on a, on appelle ça un collecteur automatique de précipitation. Pourquoi automatique? C'est qu'en fait, il y a un senseur ou un détecteur ici qui va se déclencher lorsque l'eau va tomber, l'eau ou la neige là, va tomber sur ce petit senseur-là ici. Eh bien, le couvercle va s'ouvrir et va laisser tomber la précipitation dans la chaudière ici, de manière à échantillonner uniquement l'eau ou la qualité de la précipitation, excluant les poussières qui pourraient tomber là, sous forme sèche. Donc, on va distinguer les dépôts atmosphériques secs sous forme de poussière et les dépôts atmosphériques sous forme humide qui vont atteindre l'écosystème forestier. Donc, une fois par semaine, depuis 45 ans, les techniciens vont aller sur le terrain, vont récolter l'eau qui est tombée dans la chaudière, vont prendre un échantillon, le ramener au laboratoire pour analyse chimique, de manière à pouvoir caractériser la qualité de la précipitation qui atteint le couvert forestier. Évidemment, le volume de l'eau va être capté, mesuré plutôt, et en combinant le volume et la concentration, ben, on peut estimer la quantité d'éléments nutritifs qui atteint le couvert forestier. Le deuxième collecteur qu'on a, c'est un collecteur de précipitation, mais cette fois-là, le collecteur, on appelle ça un bulk precipitation, excusez l'anglicisme, c'est un collecteur de précipitation totale. Donc, il ne va pas discriminer les poussières des pots humides. Donc, c'est simplement une entonnoir dans laquelle l'eau est accumulée. Une fois par semaine, encore une fois, on va mesurer le volume. On va prendre un échantillon qu'on va envoyer au laboratoire. On va pouvoir combiner
le volume et la concentration pour pouvoir quantifier plutôt la quantité d'éléments nutritifs qui atteint le couvert forestier. Ces collecteurs-là vont être remplacés par des chaudières, en fait, de manière à pouvoir collecter la neige en hiver. Donc, c'est 50, pas 52 semaines, je dirais 50 semaines si on en exclut les fêtes et les semaines où il ne tombe pas de pluie. Donc, grosso modo, 50 semaines par année depuis 45 ans où la précipitation, elle est échantillonnée comme ça, analysée en laboratoire et quantifiée en termes de volume pour pouvoir, encore une fois, connaître la quantité d'éléments nutritifs qui atteint le couvert forestier et la qualité de la précipitation. Le troisième élément, le troisième collecteur qu'on a plutôt, c'est un collecteur qu'on voit dans la plupart des stations météorologiques, notamment celle qui est située juste à l'accueil de la forêt Montmorency. C'est simplement un collecteur qui permet de mesurer la quantité de précipitation, comment ça fonctionne. La pluie entre dans un réceptacle ici, puis le réceptacle est simplement posé sur une balance et avec le poids qui s'accumule, on est capable d'estimer la quantité de précipitation qui tombe à ce site-là. L'hiver, ben, il y a de l'alcool qui est rajouté dans le contenant situé à l'intérieur de ce collecteur-là. Et puis, l'alcool va faire fondre la neige de manière à, encore une fois, mesurer la quantité de précipitation qui va pour le site en question. Donc, c'est le troisième collecteur qu'on a à cette station-là. Et puis, le petit collecteur que j'ai illustré ici, c'est la hauteur de neige, en fait, qui va être mesurée avec un radar, ce qui nous permet de reconstituer l'évolution du couvert de neige dans le temps en continu ou de mesurer ce couvert nival-là. Donc, c'est l'ensemble des collecteurs qui nous permettent de qualifier l'environnement forestier dans lequel se situe l'écosystème forestier. Le deuxième site d'échantillonnage, là, à l'éclaircie, c'est le premier site. Le deuxième site, c'est en forêt, proprement dit. Donc là, on rentre dans la station du RESEF, mais pour lesquelles on a d'autres mesures qui sont ajoutées de manière à mieux caractériser le cycle des éléments nutritifs et le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Le premier collecteur ou le type de collecteur, je devrais dire, c'est un collecteur de pluviolescivats. Donc, on a une douzaine de collecteurs comme ça dans le cas des peuplements ou des bassins versants de composantes résineuses et 36 collecteurs comme ça dans le cas de l'érablière où on va mesurer en fait la qualité, la quantité d'eau, mais aussi la qualité de la précipitation sous couvert qu'on appelle les pluviolescivats. Donc, en comparant la quantité d'eau qu'on reçoit sous le couvert forestier et la quantité d'eau de la précipitation à l'éclaircie, ça va nous permettre de calculer l'interception par le couvert forestier en termes hydrologiques, mais aussi les échanges là, en termes de nutriments, donc de comprendre que le couvert forestier va se nourrir de certains nutriments comme l'azote contenu dans la précipitation, mais va aussi laisser fournir des éléments nutritifs où en fait la précipitation va lessiver du couvert forestier certains éléments nutritifs, notamment les éléments les plus mobiles là, comme le potassium. Euh, donc, c'est vraiment en comparant la qualité de la précipitation ou des pluviolescivats à la qualité de la précipitation à l'éclaircie qu'on va pouvoir comprendre les échanges entre la précipitation et le couvert forestier. Le deuxième collecteur qu'on voit, c'est lui qui est illustré ici avec le petit carré. Donc, ça va nous permettre, c'est des bacs à litière en fait qui vont nous permettre de quantifier la quantité de nutriments qui est transférée sous forme de litière, donc à chaque année ou en continu en fait. Les arbres laissent tomber une certaine quantité d'aiguilles, de semences et d'autres, des morceaux d'écorce, etc. Donc, de manière à mieux comprendre combien de nutriments sont transférés du couvert forestier au sol de façon solide. On va quantifier la quantité de litière au sol à l'aide de bacs à litière là, distribués dans le peuplement. Le troisième ou les troisièmes types de collecteurs, c'est des appareils qui nous permettent
d'échantillonner la solution de sol à différentes profondeurs. Encore une fois, toujours dans notre optique de pouvoir documenter la progression ou la transformation de l'eau au fur et à mesure qu'elle va progresser dans l'écosystème forestier, donc sous le couvert forestier, dans les horizons de sol et à l'exutoire. Le premier type de collecteur, c'est un lysimètre passif, là, sans tension. Donc, il y a simplement un réceptacle couvert d'une fine toile là, qui va permettre d'intercepter l'eau lorsqu'elle elle traverse la matière organique. Donc, le réceptacle est situé juste sous la matière organique et puis l'eau va être acheminée dans un réceptacle là, situé dans un tuyau, en fait, qui est juste à proximité de cette, de ce- de cet outil ce collecteur-là, simplement. Donc, une fois par semaine, on va récolter, on va prendre en fait l'eau qui est dans le fond ici du tuyau, dans la bouteille. On va prendre un échantillon qu'on va envoyer au laboratoire de manière à caractériser l'eau qui traverse l'humus forestier, donc situé juste sous l'humus forestier. Ce type de collecteur-là ne peut pas être utilisé pour échantillonner l'eau en profondeur dans le sol parce que l'eau, elle est prise là, dans la matrice du sol et puis ça ne permet pas là, de l'échantillonner sous forme de simplement par percolation. Donc, on a un deuxième système qui est des lysimètres à tension. Comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'on va appliquer une tension négative. On va pomper l'air dans les bouteilles. Et puis, les bouteilles sont reliées à l'aide de petits tuyaux à des capsules de porcelaine qui sont enfouies dans le sol à différentes profondeurs. Donc, une fois par semaine, on va pomper ou appliquer une tension négative dans les collecteurs. Et puis, l'eau prise dans la matrice du sol là, va être acheminée dans la bouteille de manière à pouvoir être échantillonnée, envoyée au laboratoire et pouvoir être caractérisée là, en termes de nutriments euh, au cours du temps, finalement, de manière à voir l'évolution de la solution de sol, de la qualité de la solution de sol au cours du temps. Ensuite de ça, je vais juste vous montrer ici à quoi ça peut ressembler. Donc ici, on a mon collègue là, ici qui pompe l'eau à l'aide d'une pompe. Les petites bouteilles sont ici. Les capsules de porcelaine vont être enfouies dans le sol. Donc, encore une fois, chaque semaine, on pompe l'eau. Évidemment, ça ne se fait pas en période hivernale, là, uniquement en période où est-ce qu'il y a absence de neige. Donc, on va pomper, on va créer un vacuum dans ces bouteilles-là. L'eau va être acheminée dans la bouteille qu'on va pouvoir échantillonner. Et puis l'autre collecteur, en fait, il est ici, c'est le tuyau. Donc, je vous illustrais sur l'autre image. Le réceptacle va être situé juste à côté, sous l'humus forestier, et puis l'eau va être acheminée dans une bouteille qui est localisée au fond du tuyau, ici, juste à côté. Donc, c'est ça à quoi ça ressemble là, concrètement sur le terrain, l'échantillonnage de la solution de sol qui est réalisée dans les bassins versants. Ensuite de ça, on s'en va aux mesures de température et d'humidité du sol et aux mesures de température, mais dans la cime des arbres, pour voir encore une fois l'environnement en termes de température, humidité du sol et l'environnement climatique là, en forêt. Et puis l'ensemble de ces sondes-là ou de ces mesures-là sont collectées par des systèmes d'acquisition de données de manière à pouvoir accumuler ces données-là et ces cellules temporelles-là de données de façon électronique. Donc, c'est ce à quoi ressemblent en fait les sondes de température ici, enfouies dans le sol, et les sondes d'humidité du sol enfouies dans le sol. Et ces sondes-là, en fait, sont reliées à des systèmes d'acquisition de données encore une fois, lors des visites terrain et lors de l'échantillonnage des solutions de sol, de la précipitation et des autres paramètres, bien, on va télécharger ces données-là qui sont accumulées dans des systèmes d'acquisition de données. Plus récemment, je dirais depuis une quinzaine d'années aussi, on a installé des mesures de flux de sève de manière à mieux caractériser la transpiration des arbres qui nous est indiqué par la circulation de la sève dans les arbres. La façon que ça fonctionne, c'est deux aiguilles qu'on introduit dans l'arbre. La première aiguille va envoyer une impulsion de chaleur et en calculant la différence de température avec la deuxième aiguille,
selon la vitesse de dissipation de la chaleur entre la première et la deuxième aiguille. Ben, ça va nous refléter la vitesse de circulation d'eau dans les arbres. Donc, plus la chaleur va être dissipée rapidement entre la première et la deuxième aiguille, ben, ça indique que la sève va circuler de façon plus rapide entre la première et la deuxième aiguille. Donc, en utilisant la dissipation de chaleur, on est capable d'évaluer la vitesse de circulation de la sève dans les arbres. Un deuxième élément qu'on mesure là, depuis une quinzaine d'années, c'est la variation fine de la radiation du rayon des arbres, donc, ou de la croissance des arbres. Je n'ai pas dit croissance uniquement parce que la variation du diamètre des arbres ou du rayon des arbres va nous indiquer aussi, va nous informer sur le statut hydrique des arbres, parce que les arbres, en fait, selon la transpiration de l'arbre, ben, l'arbre, il va rétrécir ou reprendre du diamètre. Donc, le jour, en fait, principalement dans les journées ensoleillées, l'arbre va réduire en termes de diamètre et il va se gonfler lors des journées pluvieuses et durant la nuit. Et ces phénomènes-là aussi sont observables durant les périodes de sécheresse, qui nous permet de documenter en fait le statut hydrique des arbres, en plus de pouvoir documenter le rythme de croissance de ces arbres-là. Donc, c'est des équipements électroniques là, qui ont été ajoutés au fil du temps pour encore mieux comprendre ou mieux documenter le fonctionnement des écosystèmes forestiers dans le cadre des bassins versants forestiers et du réseau d'études et de surveillance des écosystèmes forestiers. Donc, ça complète là, pour l'ensemble des collecteurs ou des mesures qui sont prises dans le peuplement forestier. Et le dernier site qu'on échantillonne, c'est le site de l'exutoire, en fait. Donc, le site de l'exutoire, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va intercepter le ruisseau où on va créer une embouchure de manière à pouvoir calculer le débit d'eau en termes de volume et de manière à pouvoir échantillonner l'eau du ruisseau de manière à pouvoir quantifier les pertes d'éléments nutritifs à l'échelle du bassin versant. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une bulle il y a un système, en fait, qui injecte une bulle à la base du collecteur ou de l'entonnoir qu'on crée dans le ruisseau. Et puis, selon la force que ça prend pour injecter la bulle, ça va nous donner une indication de la hauteur du bassin versant, du niveau d'eau plutôt dans l'exutoire et à partir du niveau d'eau, on va pouvoir estimer le débit d'eau qui va se passer là, dans le ruisseau ou à l'exutoire du bassin versant. Une fois par semaine, on va collecter un échantillon ici, dans cet exutoire-là. Donc, ici, c'est ce à quoi ça peut ressembler là, concrètement sur le terrain. Donc, on va échantillonner l'eau qu'on va acheminer au laboratoire en combinant encore une fois la concentration et le volume d'eau. Ça va nous donner une indication des sorties d'éléments nutritifs et de la sortie d'eau à l'échelle du bassin versant. Donc, en gros, ça complète l'ensemble des mesures qui sont faites à l'échelle du bassin versant. Comme je vous mentionnais, c'est très technique là, comme présentation, mais je pense que c'est important pour comprendre un peu la logique ou la méthodologie derrière le suivi ou le monitorage de bassins versants forestiers. Évidemment, ça nous permet là, de documenter toutes sortes de relations ou de mieux comprendre les divers aspects du fonctionnement des écosystèmes forestiers. Mais le principal but à l'origine de ces suivis-là, c'est de pouvoir établir des bilans de nutriments à l'échelle de l'écosystème forestier ou du bassin versant. Donc, comment on fait? En fait, c'est que c'est le principe un peu d'un compte de banque. On va simplement calculer les gains d'éléments nutritifs à l'échelle du bassin versant et les pertes d'éléments nutritifs à l'échelle du bassin versant. Et en faisant la balance entre les deux, on va pouvoir documenter est-ce que l'écosystème s'appauvrit dans le temps ou l'écosystème s'enrichit ou est stable au cours du temps, ce qui va nous permettre de documenter est-ce qu'il y a maintien à long terme de la fertilité à l'échelle du bassin versant ou à l'échelle de l'écosystème forestier. Donc, c'est quoi les gains ou les sources d'éléments nutritifs pour un écosystème forestier?
Ben, c'est les dépôts atmosphériques. Donc, il y a des nutriments qui atteignent l'écosystème forestier là, sous forme de précipitation ou sous forme de dépôts atmosphériques, là, sous forme de sèche, de poussière ou sous forme humide. C'est une des premières sources. La deuxième source, c'est l'altération des minéraux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer directement, mais en connaissant la minéralogie du sol et aussi en connaissant l'humidité et la température du sol, ben, on peut estimer à l'aide de modèles le taux d'altération des minéraux. C'est quoi l'altération des minéraux? C'est simplement la dégradation ou la mise en solution des éléments nutritifs, le contenu dans la matrice minérale qui va être disponible là, pour la croissance des arbres. Donc, c'est les deux sources principales, dépôts atmosphériques, altération des minéraux. Ensuite de ça, on a des pertes. Hein. Il y a l'immobilisation dans la biomasse. Donc, les éléments vont être prélevés par les arbres. On peut documenter ça en fait en connaissant la croissance des arbres, mais aussi à partir d'équations allométriques, donc en sachant la quantité de calcium, de potassium, de magnésium que contient le bois et le feuillage et les racines. On va pouvoir documenter combien d'éléments nutritifs sont immobilisés dans les arbres à chaque année. Si ces arbres-là sont récoltés et exportés à l'extérieur du site, ben, ça constitue une perte nette pour l'écosystème forestier. Alors que s'ils sont remis en circulation là, par la mortalité et la dégradation, ben là, ce n'est pas considéré là, comme une perte nette à l'échelle du bassin versant forestier. Et la deuxième perte importante, c'est la perte par drainage. Donc, les éléments qui s'en vont dans les ruisseaux puis qui vont quitter l'écosystème forestier ne seront plus disponibles là, pour la croissance des arbres. Donc, en faisant la différence entre les entrées ou les sources d'éléments nutritifs et les pertes d'éléments nutritifs, on va être capable de documenter le bilan en éléments nutritifs à l'échelle de l'écosystème ou du bassin versant forestier. Donc, c'est essentiellement l'objectif principal euh, de l'établissement de ces suivis-là à long terme des flux de nutriments dans les écosystèmes forestiers que de pouvoir évaluer le maintien à long terme de la fertilité des sols et de la nutrition, en fait, des écosystèmes forestiers. Donc, ça complète là, pour la première partie, pour ce qui est du flux de nutriments. Et là, je vous apporte, là, je veux juste vous présenter ou ajouter un peu de notions sur les nouvelles mesures qui ont été ajoutées environ une quinzaine d'années, progressivement ajoutées là, à partir d'une quinzaine d'années, de manière à mieux comprendre la phénologie des arbres et l'influence du climat et des changements climatiques là, sur la productivité des écosystèmes forestiers. Ce qu'on a installé là, depuis une quinzaine d'années, c'est un système de caméras numériques qui nous permettent de reconstituer la croissance des arbres, la croissance en hauteur des arbres. Donc, le principe, c'est qu'on prend des photos, en fait, des photos journalières d'une régénération comme ça, et on peut isoler comme ça des pousses annuelles qui vont être mesurés en fait au bureau ou en laboratoire, qui vont être mesurés de manière à pouvoir reconstituer l'évolution de la croissance en hauteur des arbres au cours du temps. Ici, ce que je montre, c'est l'exemple pour une pousse. Là, donc, au mois de juin, le 10 juin, on progresse comme ça dans le temps. On est rendu à la fin juillet, au mois d'août et au mois de septembre. Et à partir de la longueur de la pousse, ben, on peut reconstituer ici comme ça l'évolution de la pousse annuelle des arbres en termes de longueur de pousse. Et si on fait la dérivée de cette variable-là, ben, on va pouvoir avoir une idée du rythme de croissance au cours de la saison de croissance et documenter quand est-ce que les arbres commencent à pousser, quand est-ce qu'ils obtiennent le maximum de la croissance et quand est-ce qu'ils terminent leur croissance là, à la fin de la saison. Euh, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir une idée de la dynamique et de pouvoir cibler les événements de stress climatique ou de déplacement de la phénologie des arbres. C'est un des outils qu'on s'est donné pour pouvoir documenter ça. Euh, Historiquement ou jusqu'à présent, la mesure a été faite à la main, là, donc on mesure vraiment sous forme d'image la longueur en pixels des pousses annuelles. Mais là, on est en train de développer là, avec Loïc d'Orangeville, à l'aide d'outils d'intelligence artificielle,
de pouvoir mesurer ces pouces-là ou la longueur de ces pouces-là directement là, à partir des images de façon automatisée et non pas de façon manuelle. Donc, c'est quelque chose là, qui est en développement actuellement. Donc, on fait aussi partie là, du réseau qu'on appelle le réseau Phénocam. Donc, c'est quoi le réseau Phénocam? C'est un réseau là, de plus de 300 sites en Amérique du Nord et en Europe qui photographie le couvert forestier. Pourquoi? De manière, en fait, à reconstituer l'évolution ou se donner une indication de l'activité de la végétation. Le principe, c'est qu'on va déterminer une zone là, dans l'image et on va analyser le pourcentage de vert dans chacun des pixels. Quand on parle de vert, c'est le rouge, le vert, le bleu qui composent l'image. Donc, on va pouvoir analyser l'activité ou déduire finalement l'activité photosynthétique à partir du pourcentage de verre qu'on observe dans ce couvert forestier-là. Et puis là, ici, je vous montre un exemple là, depuis 2015, en fait, où est-ce qu'on voit l'évolution de l'activité photosynthétique déduite à partir de ces images-là dans le couvert forestier. On peut faire ça aussi avec d'autres éléments de la photo, le contenu dans la photo. Donc, on voit ici le cycle là, qui serait déduit pour les herbes. Ici, les herbes aquatiques, en fait, là, qui sont présentes là, dans l'image. Donc, il s'agit de définir sur notre image une zone analysée pour pouvoir reconstituer ou étudier la phénologie de cette section, de cette végétation-là, qu'elle soit aquatique ou qu'elle soit à partir du couvert forestier ou de cibler des espèces particulières si on avait un couvert forestier là, plus varié. On achève, ne perdez pas patience, donc on arrive aux expérimentations. Donc, en plus des, euh, des photos là, qui nous servent à reconstituer la phénologie des arbres. On bonifie les suivis environnementaux par des expérimentations. Donc, on ne fait pas juste seulement suivre la dynamique ou le fonctionnement de l'écosystème forestier. On va aussi manipuler certains paramètres de l'écosystème forestier dans le cadre d'expérimentation, de manière à encore mieux comprendre ou raffiner notre compréhension du fonctionnement des écosystèmes forestiers. À gauche, ici, je vous illustre en fait une expérience de fertilisation en azote. Là, pendant 18 ans, on a fertilisé à l'aide d'une solution riche en azote et une solution aussi enrichie d'isotopes qui nous a permis en fait d'aller documenter les effets des polluants atmosphériques azotés sur le fonctionnement de l'écosystème forestier, mais aussi de pouvoir suivre son cheminement, c'est-à-dire de pouvoir mieux comprendre où va l'azote qu'on ajoute sur l'écosystème forestier. Est-ce qu'il est lessivé au bout du ruisseau? Est-ce qu'il se stocke dans les arbres, dans l'humus, etc. Et on voit ici les lysimètres là, qui nous ont permis plutôt de documenter les effets de l'ajout de l'azote sur la solution de sol au cours du temps, de façon en parallèle, en fait, avec l'ajout de l'azote sous forme d'expérimentation. Pour la partie de droite, ici, ce que je vous représente, c'est depuis une quinzaine d'années, là, on a une expérience de chauffage des sols forestiers. Donc, c'est des câbles chauffants qui sont enfouis dans le sol et puis qui nous permettent, là, pour des arbres traités comparativement à des arbres témoins, d'augmenter la température du sol de 4 degrés Celsius par rapport aux témoins et de pouvoir documenter l'influence de ce réchauffement-là sur les caractéristiques du sol et sur la croissance des arbres qui sont équipés aussi de dendromètres et dans certains cas là, de sondes de flux de sève. Donc, c'est des expérimentations, deux exemples d'expérimentation qui sont réalisés en marge des bassins versants forestiers, de manière, encore une fois, à mieux documenter certains aspects du fonctionnement des écosystèmes forestiers. Donc, ça complète là, pour ce qui est des suivis réalisés.
encore une fois, très technique. Je voulais seulement là, vous présenter principalement qu'est-ce qu'on réalise comme études ou comme suivi environnementaux depuis 45 ans dans ces bassins versants forestiers-là. Très rapidement, je vais passer sur les résultats très brièvement. Simplement pour vous mentionner que seulement les données du lac Laflamme, là, on ne parle pas des données du RESEF ou des deux autres bassins versants forestiers. Donc, les données du lac Laflamme ont permis la production de près d'une centaine de publications. Je pense qu'on est à 92 publications générées à partir des données de ces bassins versants-là. La première série, en fait, ici, avant le transfert là, entre les opérations du bassin versant par le gouvernement fédéral et la reprise par la DRF. Donc, une progression là, au cours du temps des publications réalisées à partir des données générées par le bassin versant forestier. Et puis, il y a plus d'une centaine d'auteurs, 120 auteurs qui ont contribué à ces études-là. Donc, il y a évidemment mon nom là, comme responsable du bassin versant, le nom de mon ancien collègue qui m'a maintenant rendu à Environnement Canada, donc Daniel Hull, en fait, qui travaillait à la direction de la recherche forestière, qui est maintenant rendu chez Environnement Canada. Mais on reconnaît aussi des noms là, d'anciens professeurs, donc André Plamondon, qui a principalement travaillé sur les données d'hydrologie. euh, Au début là, de l'installation du bassin versant forestier. Jean Steins aussi, là, qui était un ancien professeur de l'Université Laval. Puis on reconnaît là, des noms comme Loïc d'Orangeville, qui est maintenant rendu là, un plus jeune professeur, je devrais dire, de l'Université Laval. Mais il y a, comme je vous le dis, plusieurs autres auteurs qui ont utilisé les données générées dans le cadre de leurs études pour documenter divers aspects. Lorsque je parle de divers aspects, ici, c'est une illustration, simplement un nuage de mots à partir des titres des articles scientifiques, donc qui viennent documenter les différents aspects, notamment sur ce qui est du couvert de neige, du cycle de l'eau, du cycle hydrologique, mais aussi des éléments nutritifs, du maintien à long terme de la fertilité des sols, des pluies acides, évidemment. Excusez-moi pour les termes anglais, là, mais c'est simplement là, les titres là, des articles scientifiques qui ont été exprimés en termes de fréquence sous forme de nuages de mots. C'est simplement pour vous illustrer la diversité des sujets qui peuvent être documentés à partir de ces données-là. Très rapidement, ici, comme ça, quelques résultats en bref. Donc, ici, ce que je vous illustre, c'est la qualité des précipitations. Donc, heureusement, grâce aux ententes canado-américaines qui ont visé à réduire la quantité de polluants atmosphériques, ben, on a eu une chute marquée, vraiment marquée, très notable, là, des concentrations, illustrées à gauche ici, pour ce qui est des nitrates et des sulfates. Donc, on voit une diminution de la concentration marquée de ces polluants acidifiants-là dans la précipitation. Ici, la bande grise illustre là, l'année d'arrêt lors du transfert entre le fédéral et la direction de la recherche forestière. Et cette baisse de polluants acidifiants-là s'est transposée en une augmentation du pH, une augmentation très marquée. Là, on est passé de 4,4 de pH à 5,4, donc une pluie 10 fois moins acide qu'on avait au début des années 80, donc ce qui est une amélioration vraiment, vraiment marquée de la qualité de la précipitation, encore une fois, grâce aux mesures de contrôle des émissions de polluants atmosphériques acidifiants. Je vous mentionnais tantôt que ces polluants atmosphériques-là acidifiants engendraient des pertes d'éléments nutritifs à l'exutoire du bassin versant. Eh bien, ici, ce que je vous exprime, c'est la relation entre les sulfates qu'on mesure à la sortie du bassin versant et le calcium qu'on mesure à la sortie du bassin versant. Donc, comme il y a une chute marquée de polluants atmosphériques acidifiants ou d'exportation des polluants atmosphériques acidifiants, étant donné que ces polluants-là accompagnent le calcium, le magnésium, le potassium à l'extérieur du bassin versant, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de pertes de nutriments, ce qui est une très, très bonne nouvelle ou une démonstration marquée de l'amélioration de la situation en termes de préservation, du maintien à long terme, de la fertilité des écosystèmes forestiers. Donc, on a une amélioration marquée des pertes en nutriments à l'échelle du bassin versant, considérant la perte ou la diminution, plutôt, je devrais dire, de la quantité de sulfate qui quitte le bassin versant forestier.
Ici, très brièvement, pour vous illustrer là, l'effet du couvert forestier sur la quantité de potassium qui atteint le couvert forestier. En orange, on a la quantité de potassium dans la précipitation et la quantité de potassium en bleu mesurée sous le couvert forestier. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que le couvert forestier, au fur et à mesure qu'il se développe, va engendrer un cycle ou un cyclage de nutriments, dans ce cas-là, du potassium de plus en plus important. Et on voit les variations interannuelles très importantes. Et puis, ce qu'on a documenté, en fait, c'est une importance des variations climatiques, donc principalement des sécheresses qui vont engendrer une dégradation prématurée du feuillage qui va augmenter le cycle ou le lessivage des cations basiques dans l'écosystème forestier. On a aussi, je ne passerai pas beaucoup de temps sur ça, mais aussi mentionner qu'on a parmi les plus grandes séries temporelles de données sur la qualité, pas la qualité, mais plutôt le contenu en eau du sol, donc l'humidité du sol. Ici, c'est l'humidité du sol là, représentée mesurée plutôt dans un des peuplements depuis la fin des années 90. On voit une série de sécheresses là, très importantes au début des années 2000. Les sécheresses plus connues, plus contemporaines, 2010, 2012, 2021, qui sont les sécheresses les plus connues. Et les données là, de cet été n'ont pas été cumulées ou colligées encore, mais on s'attend à voir, là, évidemment, cet automne, une sécheresse là, apparaître ici à la fin des données. C'est simplement pour vous montrer là, de quelle façon on peut relier ces données-là à l'ensemble des paramètres qu'on mesure dans l'écosystème forestier. Un autre élément important de la dynamique des nutriments et du cycle hydrologique dans cet écosystème-là, c'est le couvert de neige. À la forêt Montmorency, la neige est très importante, le couvert de neige très important. On voit là, que certaines années, en fait, la neige peut, selon les années, la neige peut varier du simple au double en tant que couvert de neige. On peut varier de 60 cm jusqu'à 1,4 m là, dans les années où est-ce qu'il y a le plus de neige. Puis évidemment, bien, ça va avoir des impacts importants sur le cycle hydrologique, sur les sécheresses à venir printanières et estivales là, qui vont pour l'année suivante. Euh, et puis, on peut documenter en même temps ben, les effets là, s'il y avait, pour les tendances en termes de réchauffement du climat au cours du temps à partir de ces données-là. Et finalement, le dernier résultat que je voulais vous présenter, c'est simplement des analyses là, qu'on a réalisées sans rentrer dans tous les détails, mais c'est le genre d'analyse qu'on peut déduire des dendromètres électroniques. Ici, on a des dendromètres qui mesurent la circonférence au lieu de ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, qui mesurent le rayon. Mais on peut, à partir de ces données-là, qui sont représentées par les points, déterminer ou documenter plutôt la saison de croissance des arbres et puis identifier les années particulières, par exemple en 2010 où on a un début de croissance là, vraiment hâtif comparativement à la moyenne et d'autres années comme 2006, 2011, 2012 où on a des années très, très faibles de croissance. L'exemple de 2006 est un exemple là, très intéressant qu'on a documenté plus en détail parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'alors que la croissance a démarré de façon tout à fait standard, là, relativement comme les autres années moyennes, ben, on a eu un arrêt de croissance dès la première semaine de juillet, dû à un événement ou une combinaison de conditions météorologiques, là, notamment un stress thermique, donc des températures très chaudes, humidité relative très élevée là, jour et nuit, et relativement peu de précipitations durant cette période-là, ce qui a complètement mis fin à la saison de croissance là, dès le début juillet. Et il y a d'autres anomalies qui donnent des petits cernes de croissance ou des petits accroissements annuels, mais qui sont causés par d'autres séquences d'événements climatiques. Et puis, c'est ce type d'information-là qu'on peut déduire. Donc, encore une fois, une meilleure compréhension de l'influence du climat et de l'environnement sur la croissance des arbres. Donc, ma dernière diapositive, là, simplement vous laisser avec un message à retenir. Ça fait beaucoup de matériel, j'en suis conscient. C'est très technique aussi, donc c'était simplement que je voulais simplement là, vous transmettre l'information sur qu'est-ce qui est réalisé, plutôt que de mettre l'accent sur les résultats qu'on peut déduire de ces suivis environnementaux-là.
Simplement, vous mentionnez que le lac La Flamme, en fait, l'ensemble de ces mesures-là, réalisées depuis 45 ans, en fait une véritable sentinelle du cycle des nutriments en forêt boréale. Euh, et puis que ça nous permet là, de documenter plusieurs aspects du maintien à long terme de la fertilité des écosystèmes forestiers là, qui ne pourraient pas être documentés autrement que par ces suivis environnementaux-là. Ça augmente donc nos connaissances sur l'état, la productivité des écosystèmes forestiers, la conservation des sols et de l'eau, mais aussi sur l'apport des écosystèmes au grand cycle écologique, qui sont en fait 3 critères là, de l'aménagement durable, des 6 critères d'aménagement forestier durable. Donc, c'est un outil en fait qui permet au ministère de vérifier, là, qui permet euh, de vérifier le, l'aménagement durable des écosystèmes forestiers dans son ensemble, incluant ces 3 critères d'aménagement forestier durable. Mentionner que les données sont utilisées par de nombreux scientifiques, là, vraiment de partout. Je pense qu'il n'y a pas une université où il n'y a pas un chercheur il y a pas une université où il n'y a pas un chercheur qui a utilisé les données provenant de ces suivis environnementaux-là dans le cadre de leurs études. Puis aussi, on le diffuse aussi beaucoup là, à l'international, donc beaucoup de chercheurs internationaux qui trouvent qu'on a un jeu de données là, vraiment intéressant pour documenter toutes sortes d'aspects du fonctionnement des écosystèmes forestiers. Puis simplement mentionner, là, je m'adresse aux étudiants, aux autres chercheurs, tout ça, que les données sont disponibles sur demande. On est très, très ouvert à partager ces données-là. Puis on est toujours ouvert aussi aux collaborations là, euh, à tout type de collaboration qui pourrait utiliser ces données-là. Simplement, très, très rapidement, là, je vois Alexis qui s'est ramené, qui a remis son écran. Simplement remercier mes collègues là aussi. On est une très petite équipe hein, qui gère à la fois le RESEF, à la fois les bassins versants. Le RESEF, c'est ma collègue, là, ma jeune collègue Rosalie Prisco, qui a remplacé mon collègue d'expérience, Roch Ouimet, qui est récemment parti à la retraite. Et puis, il y a 2 techniciens forestiers qui sont dédiés au mesurage là, dans les stations du RESEF. Donc, Simon Marcouillet et Marc Chantal qui s'est joint à l'équipe récemment, qui sont en charge là, de mesurer les stations du réseau RESEF. Et pour les bassins versants, ben, c'est moi qui est responsable du monitorage des bassins versants. Et puis, il y a mes 2 collègues là, qui font l'ensemble des mesurages, l'entretien des infrastructures, les mesures des systèmes d'acquisition de données électroniques. Donc, on parle de Pascal Desjardins et Jean-Philippe Motard. Donc, je voulais seulement remercier mes collègues, puis aussi, ou reconnaître plutôt le travail de mes collègues, puis aussi le personnel du laboratoire hein, qui nous est d'une aide précieuse là, pour les nombreuses analyses réalisées, tant pour le réserve que pour le suivi des bassins versants forestiers. Donc, ça complète l'information que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Je reste disponible pour les questions. Je n'ai pas regardé le temps filer. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Là. Je me suis rendu compte que ça Oui, pouvait ça être va, un peu Louis, plus. c'est bon. On arrive en fait à l'échéance de la présentation, mais pour les personnes qui peuvent, on peut rester pour une période de questions. Il est 13h05. Mais ça va, moi je peux rester encore pour une période de questions. D'abord, je tiens à te remercier. En fait, tu as dit que c'était très technique, mais en fait, c'était aussi très bien expliqué, très pédagogique. On saisit bien l'ampleur des données qui ont été prises là. Puis franchement, que ça a été fait pendant aussi longtemps. C'est tout un accomplissement, là. C'est vraiment impressionnant de voir tout ça. Moi, évidemment, j'ai des questions, mais j'aimerais inviter les questions de la salle. Donc, bravo d'abord, Louis, et les questions de la salle. On cherche à développer vraiment dans notre série de conférences vraiment un esprit de communauté, puis on veut qu'il y ait des échanges. Donc, gênez-vous pas. Je peux commencer par poser la question de Pierre Richard là, qui nous dit qu'un lac échantillonne l'eau d'un bassin versant en continu. Puis là, il parle en continu, en fait, sur de longs horizons de temps. Puis comme point de comparaison, il se demande si ce ne serait pas utile d'effectuer des analyses géochimiques des sédiments du lac Laflamme pour évaluer l'évolution de la podolisation au fil du temps post-glaciaire. Est-ce que tu aurais une réponse à donner à ça? Ben oui, ben, M. Richard a réalisé déjà les études des sédiments au lac Clair, hein, qui est l'autre bassin versant qu'on étudie depuis des années, là, en compagnie de mon ex-collègue Daniel Hull. Donc, vous êtes toujours bienvenus s'il y a des ressources pour faire ça, mais évidemment, ça serait vraiment intéressant là, de pouvoir reconstituer la végétation, la pollinisation, etc., à partir des sédiments de lac. Là, ça serait, plus on en connaît sur l'historique, plus on va pouvoir comprendre la dynamique actuelle aussi contemporaine.
Je Donc, ne veux pas parler trop pour Pierre, mais j'ai l'impression qu'il espère que quelqu'un reprenne le flambeau. oui, c'est ça. Eh ben, évidemment, évidemment, c'est toute une expertise là, que M. Richard a. Donc, on espère qu'il va y avoir de la relève dans ce domaine-là. Mais pour l'intérêt, c'est clair qu'il y a de l'intérêt. Je pense qu'il y a de la pertinence aussi de faire ça. Évidemment, c'est toujours une question de ressources, hein. Comme je vous mentionnais, on suit beaucoup de choses. On a une très petite équipe, mais on est toujours ouvert aux collaborations. Donc, vraiment, tout le monde est bienvenu si jamais il y a de l'intérêt. Est-ce que Et je peux des ajouter un questions. mot? Bien sûr, bien Bien sûr. sûr. C'est parce que je me suis toujours dit que depuis la déglaciation, il y avait eu des pluies naturelles, sans doute non polluées, sur nos sols. Mais je n'ai pas trouvé vraiment de moyen, sauf la géochimie sédimentaire que je n'applique pas moi-même, mais quand même qui est trop rarement faite au Québec, qui montrerait que les produits de dégradation, enfin les produits de podolisation ou de brunissolisation ou de n'importe quoi, ça dépend de la zone, devraient être enregistrés et qu'on pourrait trouver des relations plus générales que celles que vous faites avec votre formidable dispositif expérimental, mais où il y aurait des périodes où la, la géochimie des sols, telle qu'enregistrée dans les sédiments des lacs, aurait été accélérée ou décélérée, soit par le changement de type de végétation au fil du temps, quand on a des carottes qui nous ramènent jusqu'au début de la déglaciation. Et je me demandais si ça ne pourrait pas servir quand même de point de comparaison, comme par exemple celui qui me vient le plus vite à l'esprit, c'est que les changements que vous mesurez, vous, sont plus rapides en raison de l'action anthropique qu'ils ont été dans le passé. Et il y aurait moyen de mesurer tout ça. Au lac Clair, les études géochimiques ont été faites seulement dans les derniers 52 centimètres pour les derniers 1700 ans. Et ben moi, personnellement, surtout à l'époque où j'étais encore actif et bien, relativement bien financé, j'aurais bien aimé qu'il y ait une carotte complète du lac Clair depuis la déglaciation qui aurait pu être étudiée tant pour reconstituer la végétation que la géochimie sédimentaire. Voilà. Merci. Merci, Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Louis? En fait, je vais juste en poser une petite rapide, Louis, par rapport à, tu as montré la différence d'acidité entre les pluies qui arrivaient puis les sorties à l'exutoire. Et là, dans la série de résultats, je me souviens plus là, si tu as présenté la partie, la différence actuelle. Est-ce que cette différence-là s'est atténuée? Mais surtout, est-ce qu'il y a une partie normale là-dedans? Est-ce que l'écosystème forestier va toujours servir de tampon finalement? Puis dans des conditions normales, on comprend que c'est probablement anormal, là, la différence d'acidité. Tu disais une différence de 100 fois plus acide à l'entrée qu'à la sortie. Est-ce que dans des conditions normales, sans perturbation anthropique, on verrait quand même une différence? Oui. En fait, on estime que la précipitation en équilibre avec le CO2 atmosphérique va donner une précipitation autour de 5,4, quelque chose comme ça. Puis on va sortir autour de 6,4 de toute façon. Donc, il va y avoir, oui, un effet tampon de l'écosystème, même en milieu naturel. L'important, c'est que les pertes ne soient pas plus importantes que les gains. Donc, ce qu'on se rend compte, là, c'est qu'étant donné l'amélioration de la situation, donc la baisse des exportations d'éléments nutritifs, ben, on se rend compte que le bilan est de plus en plus neutre. Donc, on n'est plus en état de perte, là, alors qu'au début des années 80, on perdait de façon alarmante, je dirais, même, je dirais jusqu'à qualifier ça d'alarmant, parce que chaque année, on appauvrissait les sols forestiers. Tandis qu'en ce moment, ben, l'altération des minéraux, qui est même d'ailleurs stimulée par le réchauffement du climat, les roches vont se dégrader plus vite sous l'effet de températures plus chaudes, donc vont mettre en disponibilité plus de nutriments.
Puis ces nutriments-là, oui, vont tamponner l'acidité, mais s'ils sont suffisamment, ils sont suffisants ou en quantité suffisante pour tamponner l'acidité, puis fournir quand même les éléments pour la végétation, ben à ce moment-là, on n'est pas vraiment en problème parce qu'on a un bilan négatif. Donc oui, on va toujours avoir des dépenses, donc toujours un effet tampon, mais l'important, c'est que les gains, que les dépenses ou les pertes ne soient pas plus importantes que les gains, finalement. Merci. Encore une chance pour poser une question. Je n'ai pas si vous avez une question, c'est le temps. Bon, écoute, pour conclure, il y a une chose que je ne peux pas m'empêcher de dire. Euh, on, on remarque que pendant l'époque du fédéral, la situation était bien pire que pendant l'époque du provincial. Est-ce que c'est un lien de cause ou c'est seulement une corrélation? Je n'ai pas besoin de répondre à ça. Exactement. Mais je pense, juste pour compléter là-dessus, quand même, c'est quand même une très belle démonstration que lorsqu'on met les mesures en place, je comprends là, que les changements climatiques, tout ça, c'est de toute autre ampleur là, comme problématique, mais que quand même, ça a coûté des centaines de millions, voire des milliards de dollars de mettre ces mesures-là en place. Puis lorsqu'on met ces mesures-là en place, qui ont été mises en place grâce aux connaissances scientifiques sur les impacts, qu'il y a moyen, en fait, d'améliorer la situation. Puis je pense que c'est une très belle démonstration, la problématique des pluies acides, pour dire qu'il y a moyen quand même d'adresser ou de s'attaquer à ces grandes problématiques-là environnementales si on fait le parallèle avec la problématique du changement climatique. Oui, puis en fait, on m'a très bien dit. Puis en fait, si on fait le bilan de tout ce qu'on discute finalement, généralement en environnement, on a, tous les enjeux environnementaux qui sont multiples, celui des changements climatiques, il y a des enjeux de perte de biodiversité associés à ça aussi. On est souvent face à des problèmes complexes et importants. Et puis, tu as raison là, de voir que des enjeux comme de cette ampleur-là, on a réussi je ne dirais pas les solutionner complètement, mais arriver vers des solutions quand même assez, en fait, une amélioration vraiment, vraiment très notable de la situation. Ça donne espoir pour les autres enjeux. Alors, sur ces belles paroles, ben, je te remercie encore pour la présentation. Merci aussi de la collaboration, puis d'installer ça. Donc, on est conscient que ce n'est pas le seul site du RESEF, mais c'est un site qu'on tient à valoriser à Forêt-Montmorency, celui que vous avez ici. Je comprends aussi que les données, tu as parlé beaucoup des données, là, c'est des données que vous partagez aussi, hein, c'est ça? Exact. On est toujours très, très ouvert. On n'est pas très protectionniste sur nos données, dans le sens qu'on les diffuse sur demande, simplement communiquer. On ne les a pas mis encore en ligne, on travaille sur ça. Il devrait être un jour disponible sur Données Québec, un jour. On travaille parce que ça demande quand même beaucoup de documentation de mettre ça en ligne, mais on est très, très ouvert à les partager. Donc, simplement communiquer avec nous, puis on va pouvoir, pour tous travaux d'étudiants, pour toute recherche éventuelle, tout professeur qui aurait des questionnements, là, ou dans le cadre de jumeler ces données-là à d'autres projets de recherche aussi, on est très, très ouvert. Là. Ben, c'est merveilleux, c'est tout à votre honneur aussi de partager ces données-là, on l'apprécie. Et ben, en fait, il me reste encore une fois à te remercier aussi, à vous donner l'information pour le prochain rendez-vous qui sera le 18 novembre. Et là, on va changer de registre, on va aller plutôt vers la valorisation du bois avec la professeure Véronique Landry, qui est la directrice du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables à l'Université Laval, qui va nous faire une conférence sur le climat boréal comme banc d'essai pour les matériaux biosourcés. Donc, si vous voulez vous inscrire, le lien était dans les notes, dans le clavardage de la conférence. Et puis, ben donc, on se dit à une prochaine. Et encore une fois, merci Louis. Et merci à tout le monde qui avait pris le temps de participer à cette édition de Tire-toi une bûche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait un plaisir. Merci. Toujours un plaisir. Merci. Bye. Bye.